Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin, pour le bilan de mes lectures du mois de septembre 2018. Alors voilà, pour ce bilan, j'ai eu une dizaine de romans à vous présenter. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à le tourner et à le mettre en ligne, j'espère que ça se fera rapidement. J'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps, donc j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais au moment où je le voulais. Mais me voici enfin, avec la petite mise à jour que cette fois-ci j'ai des lunettes. J'espère que vous habituerez à mon visage avec des lunettes parce que ça risque de durer encore un moment et que c'est vraiment beaucoup plus confortable pour moi de les avoir quand je tourne. Donc voilà. Du coup j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui parce que mon mois de septembre a été assez coloré niveau lecture en plus ou moins gris ou plus ou moins coloré. Donc je vous raconte tout ça tout de suite, mais j'avais vraiment hâte de pouvoir tourner et de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Je vous avais laissé le mois dernier avec Enfin toi de Molly McAdams aux éditions NH, donc Harlequin, en numérique. Donc j'avais dit que j'en parlerais un petit peu plus, ça fait un mois et demi que je l'ai lu, donc je vais essayer de me souvenir. Non, ça a été une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui m'a bien plu, que j'ai trouvé juste. L'évolution dans l'amitié, le travail de deuil a été très bien fait, l'histoire d'amour est jolie, il y a un méchant qui s'installe, qui n'en est pas un, on cherche pendant tout le bouquin. Ça a été vraiment intéressant à lire, j'ai vraiment apprécié cette histoire d'amour que j'ai lue très rapidement en fait. Et, euh, et voilà, l'histoire entre Gray et Jagger est juste jolie, ça m'a bien embarqué et j'ai bien aimé la fin. Donc voilà, ça se lit vraiment très facilement, avec plaisir, et je le conseille à tous ceux qui aiment la romance. Et la romance qui traite de sujets un petit peu compliqués et difficiles souvent dans la vie de tous les jours. Après ça, au début du mois, j'ai pu terminer ma lecture de La guerre des boutons de Louis Pergaud, que j'avais commencé dans cette édition. Il me manquait des pages et je viens de voir en fait qu'il y a deux fois les mêmes pages, mais pas les manquantes. Donc voilà, il me manquait des pages dans cette édition, j'ai pu finir et il me semble que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, donc je ne m'attarderai pas. C'était une chouette lecture, assez classique mais pourtant très originale, et j'ai vraiment bien apprécié. Donc si vous avez envie de tester ou de voir le film, personnellement j'ai pas vu le film encore, ça a été juste hyper rafraîchissant et je regrette pas du tout ma lecture, au contraire je suis très contente d'avoir pu la faire. Enfin, voilà. Parlons maintenant d'une des premières lectures laborieuses du mois de septembre. Parce que oui, il y a eu des lectures laborieuses et un petit peu spéciales. C'est pour ça que je parlais de lecture en termes de grisaille. Alors, je me suis plongée dans Sinoué l'Égyptien de Mika Waltari, aux éditions Olivier Orban, une maison d'édition que je connais pas. Bref, comme vous pouvez le constater, c'est une énorme brique qui est écrite très petit dedans. Et j'ai bataillé avec longtemps. Ça m'a pas plu. Autant j'ai apprécié de découvrir des aspects historiques et culturels de l'Égypte ancienne, autant sérieusement le Sinoué là en question, il m'a fait bip. J'ai eu envie de lui fracasser la tête. Les rares moments où je pouvais commencer à l'apprécier, à lui dire oh, je lui trouvais des excuses. Deux pages après, c'était fini. Il avait fait quelque chose qui me donnait de nouveau envie de lui envoyer un bon gros point dans la tête et puis que sa tête elle fasse comme dans les dessins animés, qu'elle finisse à l'intérieur. C'était horrible. Du coup, c'est quelque chose qui a été, qu'on sent qui est vraiment construit. C'est un parcours de vie qui est assez particulier, mais j'ai vraiment pas eu de sympathie pour le personnage principal. Et l'histoire, au bout d'un moment, comme vous raccrochez juste au contexte historique et culturel, ça devient long surtout. C'était long, ça a fini par être ennuyant pour moi et pour moi c'est un gros problème parce que quand on est avec une brique comme ça, pour retrouver l'envie de continuer, c'est compliqué. Mais je me suis filé des coups de pied aux fesses, je voulais finir et voilà, clairement ça n'a pas été ma panacée du mois. Et pour ceux qui ont envie de découvrir comment était l'Égypte ancienne, je vous le conseille. Sinon, je ne vous dirai pas passer votre chemin, mais vous êtes prévenus. Voilà, je regrette de ne pas avoir apprécié plus, mais là, ça arrive. Après ça, j'ai voulu finir un peu les bouquins de la kermesse, voilà, mais il me fallait quelque chose d'un peu plus léger, parce qu'avec après ce gros pavé là qui m'avait bien fait suer, je me suis dit que j'allais essayer Allumer le chat de Barbara Constantine aux éditions Point. Alors ça paraissait être un roman léger, décalé, et tout ça, et effectivement, je l'ai lu très vite, il fait quoi, 250 pages 280, je ne sais plus. Oui, c'est ça, 250 pages. Et je l'ai lu effectivement peut-être en une journée. Le ton était vraiment décalé. Il y a des moments, je me suis posé des questions. Je dis, mais purée, c'est vraiment décalé quoi.
Et pourtant, il y a eu des histoires de vie qui m'ont pas mal intéressée. C'est pas un bouquin qui a fait mon bonheur, mais il a quand même parfaitement rempli son office de me changer, de s'inouer. Et pour ça, il a été un excellent roman de transition parce que j'ai pu après relire ce que j'avais envie. Ça m'a redonné un dynamisme certain et c'était intéressant quand même. J'ai pu découvrir l'écriture de Barbara Constantine et je suis plutôt contente de ça. Je suis pas sûre que je lirai d'autres romans de cet auteur, mais j'avoue que celui-ci était assez décalé, mais en tout cas il m'a remis en selle et c'était tout ce que je lui demandais pour l'instant, donc il a rempli son office et c'était bien. Voilà. Après ça, voilà, j'ai hésité, mais je me suis lancée dans un récit qui promettait d'être assez difficile, culturellement parlant aussi, puis au niveau du contexte historique, mais voilà, j'ai quand même voulu essayer et je n'ai pas du tout été déçue, au contraire, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je me suis plongée dans Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, audition Pocket. C'est un bouquin que j'ai croisé déjà au lycée quand j'allais au CDI, à la biblio si vous préférez, et il m'avait jamais tenté, la couverture m'inspirait pas plus que ça et je comprends pas pourquoi j'ai pas pu le lire avant parce que vraiment il est très bien écrit, j'ai vraiment apprécié l'histoire de Yasmina Khadra, sa plume aussi qui est très belle, qui est très touchante et qui capte une essence de l'âme humaine qui m'a beaucoup plu quelque part. Et là en plus c'est vrai que c'est un contexte qui est compliqué parce que ça parle de l'Algérie dans les années 30 jusqu'à ce que l'Algérie obtienne son indépendance et en fait on suit Younes alias Jonas qui lui se retrouve pas piégé mais en fait entre deux identités. Cette identité plus pied noir et cette identité plus algérienne, d'où le contraste entre Jonas et Younes. Et il va évoluer voilà, dans son truc entre ses principes, sa fidélité envers son amitié qui va parfois lui porter préjudice. Il va passer à côté d'un grand bonheur. Et voilà, c'est au milieu de cette Algérie qui est en pleine. Qui bout quelque part et qui a besoin de changement. Et ça a été vraiment très enrichissant, tant du point de vue de l'histoire de Jonas slash Younes que de l'histoire de l'Algérie qu'on connaît et que j'ai beaucoup oublié d'ailleurs par rapport à mes cours d'histoire et qui a été grandement enrichi par rapport à ça. Et je suis vraiment contente. J'aime apprendre des choses historiques, culturelles et tout ça. Et clairement, ce bouquin me l'a appris avec en plus la plume très très belle de Yasmina Khadra qui m'a juste vraiment vraiment enchantée. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à lire et je pense que je peux vous conseiller tous les romans de Yasmina Khadra parce que sa plume ne doit pas foncièrement changer entre chaque roman, mais voilà, si vous n'avez pas lu encore ces ouvrages-là, n'hésitez pas parce que c'est vraiment, enfin ça vaut le détour, vraiment, vraiment. Alors là, vous voyez, j'avais repris des forces, vraiment, là j'étais vraiment bien dans mon niveau de lecture, j'étais contente. J'ai donc décidé de me plonger dans un genre qui n'est pas trop familier, dans une histoire qui... Voilà. Je me suis plongée dans le tome 1 de Karma, Le secret des mères fondatrices de Chris Red. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, pas le début, mais j'ai déjà lu un roman de Chris Red il y a quelques années. Je me suis arrêtée dans ma lecture parce que je n'y trouvais pas ce que j'en avais besoin. Il y avait des défauts auxquels je pouvais pas surmonter ces défauts-là à l'époque. Donc voilà, j'ai décidé de lui redonner sa chance quand il est revenu vers moi pour me proposer un service presse. L'histoire me tentait bien. On est dans une époque en fait où le contrôle karmique des naissances est appliqué. Donc en fait, ça veut dire que quand un enfant naît, on vérifie ses antécédents dans son karma, ses vies antérieures. Et s'il n'a pas payé, s'il a été un méchant, un gros méchant dans sa vie précédente, un criminel, et qu'il n'a pas payé, et bah du coup, il va voir sa vie actuelle adaptée. Le nourrisson va être séparé de ses parents et il va pas payer, mais voilà, il va vivre une vie différente pour payer quelque part, pour rendre justice à ce qu'il avait fait auparavant. On arrive avec voilà, deux enfants qui naissent. L'un a eu une vie antérieure tout à fait géniale, c'est Gandhi. Et l'autre, pas du tout, ça a été Hitler. Voilà, super contraste et on se dit super, ça va être génial. Et en fait, je vous avoue que le début m'a vraiment embarqué, les 100 premières pages, j'étais à fond dedans. Je me suis dit voilà, bon, ça commençait un peu à se complexifier après la 50e page parce qu'on a le contexte planétaire autour qui, voilà, la planète dépérit. Des femmes ont pris le contrôle de manière secrète pour essayer de sauver la planète, les mères fondatrices. Et elles vont essayer de partir sur Mars. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir quelques soucis de lecture. Déjà parce qu'à partir de la 100e page, il faut que je précise que c'est de l'auto-édition, hein. J'ai trouvé de plus en plus de coquilles, d'erreurs, de manip. Enfin, dans les phrases, il y avait des choses qui, voilà, commençaient. C'était de plus en plus récurrent. Ajoutez à ça qu'on ne suit plus les deux enfants qu'on a vus au début. On suit beaucoup de choses, les mères fondatrices, le contexte. Voilà, il y a un vampire qui s'invite dans la partie et qui va relier un peu après. Enfin, son histoire va recouper un peu celle des autres. Et en plus, voilà, les mères fondatrices ont des méthodes pour soumettre les hommes
assez particulière. Je suis pas fan de ce genre de choses, mais pour vous dire, ça m'évoquait un petit peu 50 nuances de Grey. J'ai pas lu 50 nuances de Grey, mais voilà, c'était un peu des trucs de domination, c'était pas mon kiff. Voilà, ce sont des sensibilités qui ont fait que j'ai pas apprécié. J'ai quand même lu jusqu'à la fin, je ne lirai pas la suite. Même si je trouve qu'il y avait beaucoup d'idées, il y avait des jolis messages à faire passer, notamment sur le soin qu'on doit prendre par rapport à notre planète, sur euh, la possibilité de se racheter aussi, parce que du coup, celui qui a été Hitler va mener une vie tout à fait de bonnes œuvres et tout ça, et du coup, quelque part, ça, c'est joli, mais pour moi, voilà, il y avait pas des incohérences non plus, mais j'ai un esprit très cartésien, et j'aime bien, même quand on est dans le fantastique et dans de la science-fiction, avoir juste une micro-explication sur pourquoi c'est possible. Ça peut être n'importe quoi, en tant que l'auteur, il me donne une explication, elle peut être tout à fait farfelue, ça me va. Mais là, j'en ai pas eu, et ça m'a froissé, parce que j'arrivais pas à passer outre, et effectivement, avec les coquilles, ça devenait de plus en plus lourd, le packaging était trop. Donc voilà, c'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu apprécier plus, j'étais vraiment partie dans cette intention-là. Ça l'a pas fait. Alors j'espère que d'autres, peut-être parmi ceux qui regarderont cette vidéo, tenteront l'expérience parce qu'il faut savoir que le tome 1 de Karma est disponible, je crois, en téléchargement libre sur Amazon et sur les sites de vente. L'auteur Chris Red a voulu le mettre voilà, en promo pour que d'autres puissent y accéder. N'hésitez pas à tenter peut-être et à venir me dire aussi ce que vous en avez pensé parce que moi ça l'a pas fait. Peut-être que vous oui, on sait jamais, hein, peut-être que mon avis négatif vous donnera envie de vous plonger dedans. On sait jamais, mais vraiment voilà, je veux pas décourager ceux qui auraient envie de prime abord de le lire. Mais moi clairement ça a été difficile et ça a été vraiment mon, voilà, j'étais remontée, quand j'ai pas remonté, mais j'étais vraiment très. Pas dans tous mes états non plus, mais j'étais une petite pile en fait quand j'ai fait mon avis à chaud sur Instagram. Il y avait clairement trop de choses, trop de trucs qui m'allaient pas. Mais voilà, mais je salue quand même les progrès de Chris Red qui a quand même vraiment fait des progrès par rapport à il y a 4 ans. Et voilà, et je crois que c'est tout parce que ça fait déjà 4 minutes que je parle de ce livre et il serait peut-être temps que je passe à la suite, sinon la vidéo va encore faire des années. Voilà! Après cette lecture qui m'a été un petit peu éprouvante, mais voilà, ça a été quand même difficile, j'ai voulu vraiment plonger dans un truc doudou, un truc que j'étais sûre d'apprécier. Et j'ai pioché dans ma palle un truc qui me faisait envie, vraiment, qui m'appelait, doudou, voilà. J'ai voulu lire Un amour de chat de Mélinda Mess aux éditions France Loisirs. Voilà. Alors effectivement, ça a rempli son rôle de livre doudou. Là, je peux pas le nier, c'est exactement ce que je cherchais. Les 100 premières pages m'ont laissé un petit peu neutre parce que je savais pas trop quoi en penser. Voilà, voilà, on se laisse un peu comme le roseau se laisse balayer par le vent. Voilà, je faisais exactement ça. Et en fait, après, je me suis vraiment prise d'affection pour MacGyver le chat et pour, comment elle s'appelle, Jane Pididim et David. Voilà. Alors, pour l'histoire de Jane et David qui sont tous les deux un peu quelque part... comment dire? Ouais, ils ont vécu des choses difficiles dans leur vie chacun. David a perdu sa femme. Euh, Jane, elle a envie vraiment de se reconstruire pour elle. Elle a perdu sa maman il n'y a pas très longtemps. Elle a envie de vivre une année pour elle, se redécouvrir ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle veut faire comme métier plus tard. Et MacGyver, il est au milieu et il décide de faire son souk ou au contraire voilà, de faire sa petite vie. Et du coup, ça a été super sympa à lire. Je me suis prise d'affection pour ce chat qui m'a fait penser au mien, mais j'ai l'impression que le mien, des fois, il comprend pas tout. Mais ça a été juste drôle de voir les choses du point de vue d'un chat et en même temps de suivre l'histoire d'amour entre Jane et David. Voilà, ça prend son temps et en même temps on suit aussi toute l'histoire de vie qu'il y a dans le petit quartier de Storybrooke Court. Entre des personnages qui ont parfois aussi des parcours de vie un peu particuliers et c'est MacGyver qui va initier ces petits changements donc c'est juste frais. Ça a été juste, ouais, voilà, doudou. Et je pense que c'est une lecture parfaite à lire sous un plaid pour cette saison. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas parce que c'est beau, ça vous fait voyager et ça vous donne un petit peu de baume au cœur. Et c'est exactement, je pense, dont tout le monde a besoin ces temps-ci. Qu'on soit en mode pas bien ou comme moi, qu'on ait fini une lecture qui nous a pas convenu ou qu'on ait juste envie d'un petit peu de douceur en plus. Voilà. Après ça, donc encore une fois, j'ai fait les montagnes russes niveau émotion. Je me suis sentie à nouveau assez forte pour tenter un livre avec un sujet particulier. Je me suis plongée dans 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini aux éditions 10-18. Alors là que je vous fasse un mini topo, c'est l'histoire de deux femmes qui vont se retrouver mariées au même homme. Elles n'ont pas du tout le même âge, elles ont 17 ans d'écart il me semble. Il y a d'abord Mariam qui est une enfant née hors mariage et qui ne sera de fait jamais reconnue, qui va être mariée à un homme à Kaboul et en fait elle va jamais réussir à lui donner d'enfant, va faire fausse couche sur fausse couche et lui va devenir violent et plusieurs années plus tard, 20 ans plus tard, quelque chose comme ça,
Layla va arriver, elle a 14 ans, quelque chose comme ça. Elle est toute jeune. Euh, Elle a déjà un parcours de vie, voilà, c'est le mari de Mariam qui l'a recueillie alors que sa famille venait de se faire bombarder dans Kaboul. Et elle sait que la seule solution pour survivre en tant que femme et femme enceinte, elle vient de le découvrir genre à 6 semaines, elle, elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix que de l'épouser parce que quand il lui propose, voilà, elle sait que c'est la seule position. Et de fait, Mariam et Layla ne s'entendent pas au départ parce que Mariam pense que Layla vient lui prendre sa place, qu'elle va, voilà, mais elles vont finir par tisser une amitié qui est, qui est profonde, qui est belle, qui est riche. Elles vont se soutenir, elles vont essayer de s'en sortir. Dans ce Kaboul aussi qui vit beaucoup dans cet Afghanistan qui a tellement de changements, qui est en plein milieu d'une guerre civile. Et voilà, on apprend beaucoup de choses sur le contexte, sur la place des femmes dans cette société en guerre. Et c'est vraiment très touchant, c'est aussi plein d'espoir, c'est porteur d'énormément de choses parce que cette amitié qui les forge et cet amour qui les porte vers les enfants que Layla elle met au monde, il est juste incroyable, il est beau. Et elles ont envie de s'en sortir. Et moi, ça m'a touchée, mais profondément. C'était exactement ce que je cherchais dans ce bouquin et je savais que j'allais le trouver, donc je suis vraiment contente de l'avoir lu. C'est un roman qui humainement est incroyable et qui nous touche, qui nous brise, qui nous donne envie d'espérer, qui nous donne envie de changer les choses. Donc n'hésitez pas là aussi à vous plonger dedans parce que ça vaut plus que largement le détour et il y aurait tellement de choses à dire encore que voilà, je vais m'arrêter parce que sinon, comme je vous dis, je vais encore faire des vidéos qui vont durer 1 heure. Donc voilà, mais il faut vous pencher sur ce genre de bouquin. C'est vraiment, c'est beau. C'est beau, c'est dur, mais c'est beau. Après, passage dans un tout autre genre, je suis repartie dans de la SF. Et cette fois, c'est de la SF que j'avais dans ma palle et que j'avais voulu. J'avais déjà lu le tome 1. Donc il s'agit de This Shattered World de Megan Spooner et Amy Kaufman aux éditions Disney Hyperion. Alors, c'est le tome 2 de la saga Starbound. J'avais beaucoup aimé le tome 1 il y a quelques années en arrière et cette fois-ci en fait on a Flynn et Jubilee qui sont sur une planète. Jubilee est une militaire qui en impose vraiment, elle fait un petit peu pas la terreur mais voilà elle se fait respecter. Et on a Flynn qui lui est un rebelle et qui essaie de se battre parce que en fait la planète sur laquelle ils sont, je ne sais plus comment elle s'appelle, Avon, elle n'est pas bien terraformée et il y a un problème. Il y a un blocage, il le sait et il essaye de survivre par rapport à toute cette oppression militaire, tout ce qui se passe, il comprend pas et il va se battre et du coup il va essayer d'utiliser Jubilee pour apprendre des informations. Elle en a pas mais elle va se rendre compte de tout ce qui se passe et du coup tout le long du bouquin, leur histoire d'amour, une histoire voilà, qui va prendre son temps parce que forcément enfin, ils se rencontrent en contexte de guerre, pas très facile. Ça va évoluer doucement et chacun va évoluer quelque part vers la position de l'autre, comprendre que les militaires sont pas forcément à l'origine de tout ça parce qu'il y a un gros complot derrière, c'est trop bien. Qui rejoint le tome 1 d'ailleurs, et ça c'est cool. Et que bah, Jubilee va se rendre compte que les rebelles n'ont pas tort non plus, que tous ne sont pas... voilà. Parce qu'il faut savoir que Flynn ne veut pas résoudre le conflit avec la violence. Donc voilà, ça donne une dynamique qui est très particulière, ça se lit très vite, il y a des méchants, voilà, des êtres qui apparaissent et qui m'ont donné l'impression de connaître des choses en science-fiction, genre comme j'ai lu... Lovecraft, et bien, il n'y a pas très longtemps j'ai eu l'impression de voir une référence à Lovecraft, je me sentais super bien dans cette lecture, c'était cool et c'est accessible parce que c'est un univers qui est développé et qui n'est pas du charabia pour la plupart des gens qui comme moi n'en lisent pas très souvent. Ça reste à portée de tout le monde, c'est jeunesse et moi ça m'a beaucoup plu parce que la construction des personnages est top, l'écriture est top, donc voilà, l'alternance des voix est géniale. Il faut lire. Si c'était en français, ils ont publié que le tome 1 en français, pas le tome 2, c'est trop dommage. Mais si vous avez l'occasion de lire en anglais, n'hésitez pas. Moi, je vais bientôt j'espère pouvoir me procurer le tome 3. Je le ferai pas attendre autant que le tome 2 pour l'acheter. Mais voilà. N'hésitez pas à vous plonger dedans parce que c'est de la bonne SF accessible, pas trop jeunesse non plus et juste hyper addictive. Et enfin voilà, dernier bouquin du mois, c'est vrai que ça commence à faire long, je suis vraiment désolée d'être trop bavarde. Je me suis plongée dans Carte postale de Grèce de Victoria Hislop aux éditions Le Livre de Poche. Alors cette couverture est super jolie et regardez, ouais, je trouve ça trop stylé que les pages
elle soit bleutée, enfin la tranche soit bleutée. Je vais vous faire un avis bref parce que j'ai terminé ce bouquin au début du mois d'octobre et comme c'est frais dans ma tête et que je ne sais pas quand je pourrai tourner le bilan du mois d'octobre, je préfère. Donc en fait, c'est l'histoire d'Ellie qui va trouver dans sa boîte aux lettres des cartes postales de Grèce qui ne lui sont pas adressées mais qui sont adressées à l'ancienne locataire. Et elle sait pas où la nouvelle, la personne, enfin l'ancienne locataire, donc elle va les garder, elle va les afficher. Et un jour, enfin ça va lui donner envie de changer quelque chose dans sa vie, de partir visiter la Grèce. Et un jour, elle va recevoir un carnet, avec un espèce de carnet de voyage de la part de la même personne qui envoie les cartes. Et c'est le jour même où elle part en Grèce qu'elle a décidé de faire son voyage, voilà, pour s'aérer un petit peu l'esprit et prendre des décisions par rapport à son travail. Et en fait, dans ce carnet, on va suivre des histoires de vie de celui qui envoie les cartes depuis le début, qui est en reconstruction aussi, qui a subi une trahison amoureuse, si on veut, très compliquée, et qui va réapprendre voilà, à vivre en visitant la Grèce, en écoutant les récits de plusieurs personnes qu'il va croiser sur son passage. Et c'est ce qu'en fait on va suivre. Nous, en fait, on va lire le carnet avec entrecoupé des explications de l'auteur des cartes avec les récits des personnes. Et ça a été juste super sympa. Peut-être j'aurais presque apprécié de lire un peu plus ce qui se passait par rapport à Ellie. Mais c'est un roman qui m'a vraiment prise, qui se lit très vite. Et en plus de ça, le roman est agrémenté de cartes postales, voilà, de photos qui viennent très joliment compléter l'histoire. Et ça a juste été top, quoi. J'aurais même pas tout, enfin je saurais pas tout vous dire, mais si vous avez l'occasion de pouvoir vous plonger dedans, allez-y parce que c'est aussi un roman qui nous fait voyager, qui nous fait réfléchir et qui nous offre du beau et de l'intense quelque part. Donc voilà, la plume de Victoria Hislop est toujours aussi belle, aussi prenante. Donc voilà, je suis sous le charme et j'espère que d'autres se laisseront tenter et qu'ils le seront autant que moi. Et voilà, c'en est fini de mes longues papoteries. Je suis désolée d'avoir été aussi longue. J'avais vraiment beaucoup de choses à vous raconter, je vous ai prévenu au début. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins que j'ai lus qui vous font envie, d'autres pas du tout. Si vous avez, voilà, si vous laissez tenter par certains ou d'autres qui vous font carrément pas envie, voilà. On échange comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de jolies découvertes aussi pendant le mois de septembre. Je lis vos commentaires avec plaisir. Ces derniers temps, ça a été difficile de répondre. Comme je vous dis, j'ai été pas mal occupée, mais j'espère pouvoir le faire très rapidement. Et en tout cas, je vous retrouve le mois prochain avec le book haul. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non. Et tout de bon, je vous fais plein de photos.